Hafez, moi j'ai entendu dire que ce mec c'était un peu un Saddam Hussein, mais dans un gant de velours. Un Saddam Hussein qui soit un peu plus propre. Oui, j'ai entendu ça parfois aussi. Comme Saddam, il a été fabriqué par le parti Baas. Comme Saddam, il demeure dans une fermeté absolue face à tous les types de contestations qu'il trouvera devant lui. Comme Saddam, c'est un partisan de la stricte laïcité qui permet la cohabitation des minorités confessionnelles. Mais ses méthodes sont différentes. Lorsqu'il prend le pouvoir en 1970, il rallie à lui les différents partis d'opposition à travers le Front National Progressiste. Il fait une sorte d'alliance commune entre les baasistes, les nassériens et les communistes. Et il fait ça par souci de démocratie? Non, disons plutôt que le Front National Progressiste, c'est une coalition de partis qui sert de prête-nom à son pouvoir personnel. Il veut créer une illusion de multipartisme. Il essaye de montrer qu'il est de la branche modérée du Baas, qu'il est là des purges externes et internes incessantes du parti. Et ça a été plutôt un succès puisque cet espace de dialogue durera jusqu'en 2011. À chaque décision, Hafez écoute l'avis des communistes, l'avis des nassériens, et ensuite c'est lui qui tranche, comme un roi qui écouterait ses conseillers avant de décider. Alors toutes ces forces, elles sont dites progressistes, car elles sont d'orientation socialiste et laïque. Ce système politique est codifié dans une constitution en 1973, soumise au référendum et approuvée par le peuple à 97%. Donc il a le soutien du peuple. En tout cas, le régime qu'il crée après 24 ans de tâtonnement paraît être enfin le bon régime, celui qui saura durer. La démocratie parlementaire, ça marche pas. La République arabe unie, ça marche pas. Le Baas autoritaire, ça marche pas non plus. Bon bah là, la recette basse coalisée avec les progressistes, ça semble être enfin la bonne solution pour une Syrie stable. La Constitution prévoit un président avec de grands pouvoirs sur proposition du parti, et ce président est élu tous les 7 ans. Aujourd'hui, concentrez-vous, nous allons nous demander de quelle étoffe était fait Hafez el-Assad. Une des premières choses que fait Hafez, c'est se venger d'Israël. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a perdu un petit bout de son territoire pendant la guerre des 6 jours, il me semble. Oui, la Syrie avait perdu le plateau du Golan. Ce plateau est très important. Il jouxte le lac de Tibériade, qui est une réserve d'eau non négligeable, et surtout, il est d'une altitude idéale pour attaquer Damas, capitale syrienne, très proche et très vulnérable. Que fait Israël en ce début de décennie? Mais Israël, c'est un pays violent. Il continue de temps en temps, quand le cœur lui en dit, de bombarder des villages syriens près de la frontière. Il le fait dès qu'il cherche à mener des représailles contre tel ou tel attentat palestinien. C'est ce qui est arrivé par exemple au lendemain de la célèbre prise d'otage de Munich. Israël avait lâché des bombes sur d'innocents villages, causant la mort de 200 personnes. La Syrie et le Liban ne sont pas épargnés par ces raids qui sont aussi inutiles que meurtriers. Donc Israël a besoin qu'on lui inflige une bonne leçon. Il faut faire la guerre pour lui donner une leçon, mais ce serait aussi un moyen pour lui de se faire pardonner après la défaite des 6 jours, pendant laquelle il était quand même ministre de la Défense. Donc il s'agit de réparer l'honneur des Arabes, mais aussi du sien. Cette guerre vengeresse, c'est la guerre du Kippour, octobre 73, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur sa date. Cette guerre était basée sur un effet de surprise, une offensive soudaine des Arabes. Et ça, c'est déjà un petit événement en soi. Comment ça? Eh bien pour une fois, ce sont les Arabes qui déclenchent la guerre. C'est une attaque concertée entre Égypte et Syrie. Les guerres précédentes avaient laissé l'initiative d'attaque à l'ennemi. Quand Israël commence une guerre, généralement, c'est aussi lui qui l'a fini. Comme au tennis, l'avantage est au serveur. Bon, en tout cas, le 6 octobre, Hafez se lance. Il est aidé par de très nombreux bataillons venant de tout le monde arabe, marocains, algériens, jordaniens, et même au-delà. Il s'empare du Golan, il détruit les postes de commandement ennemis et il s'installe sur le mont Hermon. Hermon, il n'y a pas mieux comme poste d'observation. L'assaut d'octobre, c'est un vrai succès. On peut admirer Hafez el-Assad pour l'efficacité de l'effet de surprise. Ça reste une agression quand même. Est-ce que tenter de remettre les pieds chez soi constitue une agression? Comme on dirait au Quai d'Orsay. Des combats acharnés font ensuite rage, sur un plateau rougi et brûlé par le soleil, survolé par des chasseurs bombardiers. Mais sa détermination reste immuable. Cet effet de surprise a marché, mais Hafez va-t-il réussir à passer l'épreuve de l'endurance? Parce que non seulement Israël envoie des renforts, mais il se venge en bombardant Damas, qui est à peine 100 km de la zone de combat. Il y a aussi un autre problème qui n'est pas dû à l'ennemi, mais plutôt à l'allié, Sadat.
Sadat campe sur ses positions. Il ne vient pas au contact vers le sud pour soulager un peu le front syrien. Et ça c'est grave, hein. Pour te donner une idée, Hafez al-Assad encaisse en moyenne 10 fois plus de missions ennemies que son allié. Après 16 jours de combat acharnés, le mont Hermon est perdu. J'ai l'impression que cette guerre, elle n'est pas très différente des autres finalement. Elle montre l'incapacité des pays arabes à s'entendre entre eux. Une fois de plus, ça c'est sûr, mais au moins avant, tous divergeaient par la stratégie, mais tous voulaient gagner la guerre. Là, ici, on a l'un des belligérants qui donne l'impression de ne pas vouloir gagner. C'est Anwar el-Sadat, qui se mue dans la posture du lâche. Peut-être un peu, oui, en tout cas la posture du défaitiste, qui ne veut pas aller plus loin et qui saisit la première opportunité pour signer un cessez-le-feu. Et c'est vraiment impardonnable. Il faut regarder les conséquences sur son allié syrien. La Syrie a dû encaisser des attaques beaucoup plus violentes, et donc c'est en partie à cause de lui que le mont Hermon a été lâché. Il a forcé Hafez à signer un cessez-le-feu beaucoup plus tôt que prévu. Et pire encore, Sadat s'est mis en position de négociateur privilégié avec Israël, puisqu'il a été le premier à se coucher. Donc, il va obtenir beaucoup plus de bénéfices d'un point de vue diplomatique. Et de fait, Sadat va récupérer l'ensemble du canal et du Sinaï, tandis que Hafez, lui, qui a été pourtant plus courageux, lui ne pourra pas recouvrer le territoire qu'il vise, à savoir le plateau du Golan. Tout ce qu'il aura comme récompense de ses efforts, c'est la ville de Quneitra. C'est toujours ça, au moins le bilan est positif, faut voir le verre à moitié plein. Ouais, youpi. Enfin bon, tu verrais la Quneitra qu'ils ont rendue, tu dirais pas ça, hein. Ils ont bien pris soin de la transformer en champ de ruines préalablement. C'est une ville fantôme qu'ils rendent en 1974, délibérément bombardée après la fin des hostilités. La reddition de Quneitra, j'ai envie de dire, c'est une injure de plus faite à la Syrie. Bon, alors là, par contre, je pense que les baasistes sont connus pour être intransigeants sur la question de la laïcité. Donc, Hafez, moi je dirais, un laïc pur et dur. Je vais te faire une objection, qui vaut ce qu'elle vaut. Hafez a été accusé, parfois, d'agir dans l'intérêt de sa minorité religieuse, celle des Alaouites. Un Alaouite, c'est quoi en fait? Les Alaouites sont une minorité confessionnelle de Syrie, qui compose environ 10% de la population. Ils vivent sur la côte ouest et dans le Djebel des Alaouites. Concernant leurs croyances, ils font partie de ces courants qui sont issus du chiisme, mais qui lui ont ajouté 1000 petits éléments syncrétiques, initiatiques, théologiques divers, si bien que on ne voit presque plus aucune ressemblance avec le chiisme originel, honnêtement. Et d'ailleurs, les Druzes sont un petit peu dans le même cas. Ce que je dis là, c'est déjà un sujet d'enjeu, parce que Hafez veille à faire reconnaître les Alaouites comme chiites, et donc comme musulmans, ce qu'il fait certifier par un imam libanais de grand prestige. La Syrie et le Liban sont des pays où les communautés structurent la vie politique. En Syrie, 65% des habitants sont arabes sunnites. À côté de ça, il y a en gros 10% d'alaouites, 4% de druzes, 10% de syriaques et 1% d'ismaéliens, c'est-à-dire de chiites. Ça, ce sont les minorités confessionnelles. Attends, 4 et 1... Il manque 10% là. Oui, il manque 10%, c'est les Kurdes. Ils forment une minorité ethnique cette fois, pas confessionnelle. Alors je sais que ces chiffres sont très contestés, que certains vont me ramener d'autres chiffres. Personnellement, je ne cherche pas à connaître les chiffres exacts, en tout cas ceux-ci sont plutôt simples, ils sont faciles à retenir. Hafez al-Assad est un dirigeant laïque. Il se fait un devoir de visiter toutes les communautés religieuses de son pays, y compris les chrétiens. On a remarqué, ça c'est sûr, qu'il y a beaucoup d'alaouites dans son gouvernement. C'est parce que les alaouites forment un réseau très implanté dans l'armée, et que ce réseau lui est familier, et il sait que, a priori, il lui sera fidèle. Le fait qu'il soit alaouite rassure bien sûr les alaouites, mais aussi les druzes et les chrétiens, puisqu'ils se disent qu'au moins, il respectera les minorités. Donc ça veut dire que les chrétiens l'aiment bien, par exemple. Disons que les chrétiens syriaques le respectent, mais j'ai bien dit les chrétiens syriaques. Les chrétiens maronites, c'est-à-dire ceux du Liban, par contre, c'est plus compliqué. Mais en quoi ça pose un problème qu'il soit alaouite? Hafez, sans être profondément chiite, garde dans ses relations internationales une attitude ambiguë, et notamment à l'égard de l'Iran et du Hezbollah au Liban. On a l'impression qu'il existe une entente profonde, durable, entre l'Iran chiite révolutionnaire, les mouvements chiites qui sont actifs au Liban, et ce Hafez el-Assad dont la religion, malgré tout, est proche du chiisme. Pendant toute la guerre Iran-Irak, Hafez ne va pas cesser de fournir l'ayatollah en missiles, en canons et en lance-roquettes.
Un laïc dont le meilleur ami est un régime islamique. C'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi il est de mèche avec les mouvements islamistes comme ça? C'est à cause d'une complicité entre chiites, c'est ça? Non, je verrais plutôt une alliance donnant-donnant. Moi, Hafez el-Assad, je t'aide en Iran contre Saddam, et en échange, toi, tu m'aides pendant la guerre du Liban. En tout cas, à l'intérieur de son pays, il martèle jour et nuit le principe de laïcité. Et même le discours laïque de Hafez, c'est un discours typiquement lénifiant. L'islam est une religion de tolérance et d'amour. Les islamistes ne sont pas des vrais musulmans, ce sont juste des réactionnaires, etc. Oui, c'est un discours qui nous est très familier en Occident. Hafez tient le discours progressiste et laïque de base. Oui, il fait ça pour délégitimer un peu les frères musulmans et proclamer l'arabité comme groupe d'appartenance largement supérieur à l'islam. Maintenant, je te cache pas que les frères musulmans ont une envie impérieuse de le faire taire, car il n'y a pas de plus blessant pour eux que de sous-entendre qu'ils ne sont pas des vrais musulmans. Le premier choc véritable entre Hafez et les frères survient au moment de la Constitution. À leur demande, il a été obligé d'y inscrire que la religion du président de la République serait nécessairement l'islam. Mais il avait catégoriquement refusé d'accepter l'islam comme religion d'État. Au Moyen-Orient, il y a deux sortes de chefs d'État laïcs. Ceux qui appartiennent à la communauté majoritaire de leur pays, comme Nasser en Égypte ou Atatürk en Turquie. Ceux-là sont globalement en phase avec leur population. Et il y a ceux qui appartiennent à une communauté minoritaire dans le pays. C'est le cas de Saddam Hussein, qui est sunnite dans un pays à majorité chiite. C'est encore plus le cas de Hafez, qui est alawite dans un pays à majorité sunnite. Donc, pour des gens comme Saddam ou Hafez, la contestation islamiste est beaucoup plus forte parce qu'à la moindre tension religieuse, le président est immédiatement soupçonné de ne faire valoir que les intérêts de son groupe confessionnel minoritaire. À la moindre étincelle, ça peut péter. En 1976, c'est l'intervention syrienne au Liban. On aura l'occasion d'y revenir, mais Hafez y vient pour répondre à l'appel des chrétiens maronites. Pour la confrérie des frères musulmans, cette intervention est incompréhensible et marque le début de leur insurrection ouverte contre le régime. Et c'est là qu'on va voir le vrai Hafez el-Assad, le Hafez intraitable, dur, qui ne bouge pas d'une ligne, celui qui a été formé au parti Baas. Pour commencer, il fait emprisonner 4000 cadres de son propre parti, soupçonnés d'avoir comploté. Très rapidement, les frères musulmans vont enchaîner les attentats à la bombe, visant l'entourage de Hafez el-Assad. On a vu un ministre assassiné, un recteur d'université assassiné, des religieux alaouites assassinés. Plus le temps passe, plus les attentats sont violents et de plus en plus réguliers. Là où on arrive à des effectifs ahurissants, c'est avec le massacre de l'école d'artillerie d'Alep, le 16 mars 1979. 83 alaouites y ont perdu la vie. Hafez réplique de nouveau en faisant arrêter 6000 personnes. Et puis, le 26 juin 1980, c'est Hafez lui-même qui échappe de justesse à une grenade qu'un frère musulman avait lancée dans sa direction. Après 4 ans de tensions crescendo, pendant lesquels il a fait preuve de beaucoup de patience, c'est ce qu'on va appeler la grenade de trop. Il va les massacrer. Alors il confie à son frère, Rifat el-Assad, l'organisation de la riposte. Son frère héliporte des commandos vers la prison de Palmyre et donne comme instruction de fusiller tous les détenus appartenant ou suspects d'appartenir à la confrérie des frères musulmans. Donc, au minimum, 500 personnes ont été mitraillées à travers la trappe d'une cellule ou par jet de grenade. On est en 1980. C'est le moment où la société du Moyen-Orient se réislamise. Révolution iranienne, prise d'otage de la Mecque, assassinat d'Anwar el-Sadat, tout ça c'est presque au même moment. Ouais, c'est vrai que le truc est en train de prendre des proportions monstrueuses. Mais la Syrie a tenu le coup, non? En Syrie, on va traverser la pire période de la présidence de Hafez. Entre mars 1980 et février 1982, toutes les grandes villes syriennes, Alep, Homs et surtout Hama, vont connaître soit des sièges militaires comme Alep en 1980, soit des bombardements, soit des fusillades dans les rues. Le paroxysme aura lieu dans la ville de Hama, la ville la mieux tenue par les frères musulmans. C'est dans cette ville que la nuit du 2 février 1982, environ 70 partisans du régime syrien sont assassinés par les frères musulmans dans leur lit avec leurs femmes. Après quoi, la confrérie essaye de soulever la ville. Là, Hafez et Rifat décident de donner le coup de grâce.
L'armée est envoyée, les communications sont coupées entre Hama et le reste du monde. Et ça va être l'hécatombe. La répression du 4 février et des jours suivants fera 10 ou 20 000 morts. Difficile d'être plus précis. Comment l'armée en est arrivée à un tel bilan? Soit ces personnes sont mortes pendant les bombardements de l'aviation syrienne, soit elles étaient connues des forces spéciales pour leur proximité avec la confrérie, et donc elles figuraient sur la liste d'individus ou de familles à identifier et à éliminer, soit elles ont été raflées et entassées dans des lieux de détention provisoires comme des écoles ou des bureaux, et y sont mortes à cause de la faim ou de la torture, soit enfin elles ont été exterminées par les brigades de défense de Rifat el-Assad, qui n'a pas hésité à fusiller des quartiers entiers de Hama. Il y a eu, ça ne fait pas de doute, une disparition de toute barrière morale dans la répression de Hama. Le régime semble avoir pensé que le rétablissement de l'ordre ne se ferait qu'au prix de la décimation des civils hamaouites. Alors, à chaque fois qu'il est question de ces événements dans les pays occidentaux, il est fréquent que l'on charge à toute force la barbarie du régime syrien. Et c'est particulièrement facile, puisqu'on l'a vu, des crimes de guerre injustifiables ont été commis, ça c'est vrai. Mais attention à ne pas en déduire que cette guerre n'est que cruauté gratuite. Elle a quand même un motif, la laïcité. La laïcité, c'est une idée occidentale, une idée politique qui vient de Paris. Et ce n'est pas pour rien que les fondateurs du Baas sont des étudiants de la Sorbonne. Et comme toutes les idées politiques, la laïcité veut faire consensus sur la société. Or, il n'y a rien sur Terre qui lui soit plus antithétique, plus incompatible que l'islam des frères musulmans. Avec les frères musulmans implantés en Syrie, le bain de sang était inévitable. Et c'est ça que les Occidentaux ont du mal à comprendre. Ils connaissent la laïcité, ils la côtoient au quotidien. Ils ne la voient que comme un principe pacifique et salutaire. Et même, ils exigent volontiers qu'elle soit exportée comme un Graal à tous les peuples de la Terre, parce que pour eux, la laïcité est synonyme de paix. Il ne leur vient pas à l'idée que cette laïcité doive, comme toutes les religions en fait, conquérir l'espace politique, qu'elles doivent lutter, faire la guerre, et même la guerre à outrance, si elle veut survivre en Syrie. L'avantage, c'est que l'orgie sanglante de Hama envoie le signal de la fin du conflit, du retour au calme. Mais non, ce sera pas fini, hein. Son fils Bachar va avoir les mêmes problèmes. Oui, et même 10 fois pire. Mais je voulais dire que la confrérie devient inactive à partir de 1982. Rifat el-Assad, qui est à la tête des brigades de défense et qui a visiblement commis des crimes de guerre, est disgracié en 1984 à la suite d'une grave querelle entre frères. Puisque lui, apparemment, se considérait comme l'héritier légitime. Et Hafez ne l'entendait pas de cette oreille. Et Hafez lui-même, il en pense quoi de l'affaire de Hama? La version du président, c'est « Les frères musulmans ont égorgé des gens honnêtes dans leur lit. L'armée a fait son devoir en rendant la sécurité au pays. Point. Voilà ce qui s'est passé à Hama en février 82. Cherche pas, t'auras pas d'autre version. » Parce que si on commence à reconnaître les crimes de guerre, ça veut dire qu'on renonce à se présenter comme le vainqueur de la lutte, ça veut dire qu'on légitime la critique, et donc, d'une certaine manière, qu'on légitime l'ennemi. Et donc qu'on recommence la guerre. Ça, c'est pas possible. Donc, motus, quoi qu'il en soit, la suite des événements sera plus apaisée. Le pays va rester sous état d'urgence, bon, il l'était déjà depuis 1963, hein, le coup d'état du Baas, et il le restera de façon ininterrompue jusqu'en 2011. La confrérie des frères musulmans a été sans aucun doute la plus terrible épreuve de force qu'ait traversée Hafez dans sa vie. De cette épreuve, il va ressortir plus fort. C'est le moment pour lui de se reconcentrer sur une affaire qui lui tient très à cœur, qui est alors son souci numéro 1, la guerre du Liban, ce qu'on va voir dans le prochain épisode.